Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h02, le nucléaire. C'est l'un des grands sujets actuellement. Je le répète, Conseil de défense consacré à l'énergie. En ce moment, autour du président de la République. Vous savez qu'entre 10h30 et 12h30, nous traitons de l'actualité, les faits de l'actualité, vos réactions, 0826 300, vos témoignages, parce que vos témoignages nous sont essentiels. Nous allons parler du nucléaire, parce que il est temps de faire le point autour du nucléaire. 24 des 56 réacteurs du parc nucléaire français d'EDF sont actuellement en service, soit 32 à l'arrêt. Réfléchissons bien sur ces chiffres. 24 sur 56 en marche, en service, et 32 à l'arrêt. C'est considérable. Nous allons parler du nucléaire avec nos invités. Bruno Combi, qui est ingénieur en génie nucléaire et président de l'Association écologiste pour le nucléaire. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Et Alma Dufour, qui est députée La France Insoumise de Seine-Maritime, ancienne porte-parole de l'ONG Les Amis de la Terre, 2017-2021. C'est bien cela ? C'est ça. Bon, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous aurons au téléphone tout à l'heure Stéphane Lhomme, qui est ancien salarié du réseau Sortir du nucléaire, fondateur de l'Observatoire du nucléaire. Et puis, le maire de Gravelines, Bertrand Ringot. La centrale de Gravelines est en service depuis 1980. Elle tourne. Elle est en fonction. Elle marche à Gravelines. On n'a pas trop de soucis pour l'instant. Bien. Nous allons débattre autour du nucléaire. Il y a de très nombreuses questions. Évidemment, la disponibilité du parc nucléaire, qui est à son plus bas niveau depuis 30 ans. Elisabeth Borne, qui met la pression sur EDF, qui demande à EDF de tenir son calendrier de maintenance des réacteurs nucléaires pour éviter à la France de devoir redémarrer une centrale à charbon face au risque de pénurie d'électricité sur cet hiver. Je cite ce qu'a dit Elisabeth Borne. Je compte vraiment sur EDF pour assurer son programme de redémarrage dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et ça nous éviterait de devoir redémarrer une centrale à charbon. Voilà ce qu'a déclaré sur France Inter hier la première ministre Elisabeth Borne. Le nucléaire. À propos du nucléaire, regardons cela. Le discours d'Emmanuel Macron a beaucoup évolué depuis 2018, Félix Mathieu. Oui, novembre 2018, Emmanuel Macron affirme un objectif clair, réduire de 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité française d'ici 2035. Il donne même la méthode. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Sauf que 3 ans plus tard, en novembre 2021, le discours change du tout au tout. Pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays. Le chef de l'État qui entend faire construire 6 nouveaux réacteurs EPR à partir de 2035, plus 8 autres EPR2 en option, dispositif complété par des mini-réacteurs modulaires SMR, des réacteurs 10 fois moins puissants qu'un réacteur classique, mais qui se veulent plus simples et plus rapides à installer. Merci, il est 11h06, Bruno Combi, l'état de notre parc nucléaire. Je le disais tout à l'heure, je donnais des chiffres, 32 réacteurs à l'arrêt. Pourquoi sont-ils à l'arrêt ? Alors, il y a 2 raisons pour que ces réacteurs soient à l'arrêt. La première est une raison tout à fait normale qui revient tous les ans, c'est qu'en été, on consomme beaucoup moins d'énergie, donc on profite de la saison d'été pour faire la maintenance normale sur les réacteurs. Il y a des arrêts de tranche, il faut recharger le combustible, il y a un certain nombre d'opérations techniques, d'entretien, de sécurité qui sont faites. Et donc tous les étés, il y a de toute façon une quinzaine de réacteurs qui sont à l'arrêt. Donc ça explique la moitié déjà des arrêts actuels. La deuxième raison, c'est qu'il y a en ce moment une difficulté supplémentaire qui est des micro-fissures qui ont été découvertes sur certains circuits annexes du circuit primaire des centrales nucléaires françaises. Ça concerne plutôt les réacteurs nucléaires les plus récents, ceux de 1450 et 1300 mégawatts. Et donc EDF, par esprit de prudence, parce que dans le nucléaire, on est prudent, a décidé de vérifier tous ces réacteurs
de manière à être certain qu'il n'y ait pas de risque d'accident. Pour l'instant, il n'y a eu aucun accident, même pas une fuite, c'est juste des micro-fissures superficielles de quelques millimètres de profondeur sur des tuyaux qui font 3 cm d'épaisseur. Ça ne met pas a priori en cause la sûreté, mais au cas où, on vérifie tous les réacteurs qui sont susceptibles d'être affectés. Et donc, il y en a cet été une quinzaine, et bien sûr, EDF profite de la saison d'été où on a moins besoin du nucléaire pour le faire maintenant, de manière à avoir la puissance disponible en hiver, dès l'hiver prochain, quand on en aura besoin. Alors, 2 choses, avant de donner la parole à Alma Dufour, qui, je le sens, a envie de s'exprimer. Hein. Alma Dufour, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Oui, Bruno Combi, j'ai 2-3 questions à vous poser tout de même. C'est évidemment, Elisabeth Borne met la pression sur EDF pour que cette maintenance soit effectuée le plus vite possible et le mieux possible. Première question, et j'ai une deuxième question. Est-ce qu'en France, par rapport à tous les pays étrangers qui font du nucléaire, qui produisent de l'électricité à travers le nucléaire, est-ce qu'en France, les conditions de contrôle sont plus strictes qu'ailleurs ? Les conditions de contrôle sont extrêmement strictes en France. On a été un des premiers pays au monde à avoir une autorité de sûreté nucléaire indépendante de l'exploitant, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, donc l'ASN. Et c'est l'ASN qui demande de faire ces vérifications et qui a approuvé le programme de vérification proposé par EDF. Donc c'est pas EDF qui entre guillemets déconnerait, pas du tout. Au contraire, ils sont extrêmement prudents et ce programme a été approuvé par l'ASN et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un peu plus de réacteurs à l'arrêt que d'habitude en saison d'été où on n'en a pas tellement besoin. C'est pour pouvoir les avoir quand l'hiver viendra et comme dit la fable de La Fontaine, et que là on en aura grand besoin. On en aura grand besoin. Bien, Alma Dufour. Non, mais c'est intéressant parce que là, vous présentez ça comme une situation quasi normale, on va dire, et je nie pas la prudence dont fait preuve EDF en la matière, c'est certain, mais par contre, ce que vous omettez, c'est de dire que là, on a quand même des discours du gouvernement qui parlent d'un blackout potentiel et de coupure d'électricité massive cet hiver, justement parce que nos réacteurs sont à l'arrêt. Et la France est le pays européen qui est dans une situation la plus critique en termes d'approvisionnement, pas en termes de coût de l'électricité. Et quoi qu'on va voir cet hiver, parce que justement les marchés vont nous faire payer la vulnérabilité actuelle du parc nucléaire en termes de coût d'achat de l'électricité, en fait, on a un problème d'approvisionnement. Mais on n'est pas les seuls en Europe. Hein. L'Italie est un pays extrêmement touché. La Grande-Bretagne, la Suisse aussi. Oui, sur le prix. Mais sur la question des coupures d'électricité. Moi, j'ai des entreprises là qui nous disent, ils appellent les renseignements généraux, vous imaginez, pour avoir la liste des coupures d'électricité qui auront lieu cet hiver. On en est là, en fait. Là, aujourd'hui, on fait face à une véritable menace de coupure d'approvisionnement, ce qui a différencié du prix, qui effectivement va aussi exploser. Et ça, on le doit, désolé. Aujourd'hui, on a toujours dit, grâce au nucléaire, votre facture est moins chère qu'ailleurs. En fait, aujourd'hui, grâce au nucléaire, la France va payer son électricité. Il y a le prix. Oui, Bruno. Il y a le prix, Alma Dufour, mais il y a évidemment l'approvisionnement, on est bien d'accord. C'est vrai que nous avions l'habitude de vendre de l'électricité à d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'importer un peu d'électricité, Bruno Combi. Tout à fait. Et le risque de blackout l'hiver prochain, qui est un risque réel et très grave. C'est un risque réel, parce que tout le monde dit, mais vraiment, là, vous êtes un spécialiste, Alma Dufour aussi, vous êtes deux spécialistes. Est-ce que... Je suis pas ingénieur comme monsieur. Bruno Combi, vous êtes ingénieur. Le risque est réel. Le risque est réel, mais il n'est pas imputable, en fait, au nucléaire. C'est la crise énergétique, et surtout le gaz. Poutine est en train de couper le gaz à l'Europe. L'Europe importait 40% de son gaz. Les gens qui nous, 20% seulement de gaz. Nous, je parle au niveau européen. En France, heureusement, c'est moins, donc on va moins souffrir que les autres pays. Beaucoup moins. Mais par solidarité européenne, on va peut-être être obligé de leur donner une partie de nos réserves de gaz ou de notre électricité disponible. Donc de toute façon, on va en avoir moins pour nous. C'est surtout à cause de cette crise du pétrole et du gaz qui se reporte indirectement sur une crise d'électricité qui va être d'autant plus aiguë parce que les ménages qui ne pourront pas se chauffer avec leur chaudière à gaz, ils vont mettre des convecteurs électriques. Ça veut dire donc quoi ? Ça va augmenter la consommation électrique par rapport à d'habitude. Et ça veut dire que comme en plus on a été imprévoyant depuis 20 ans, il faut voir qu'en 20 ans, depuis 1999 jusqu'à 2019, donc une vingtaine d'années, la population française a monté de 61 millions à 67 millions, ça fait plus 10%. Dans le même temps, alors même que la gauche était au pouvoir
Et pendant une grande partie du temps, pas tout le temps bien sûr, et je sais bien qu'Alma, vous n'y étiez pas. Mais ah oui, non, clairement. C'était quand même certains de vos amis. Le gouvernement Hollande, c'est pas notre vision. C'était certains de vos amis. Ah bon, mais il y a eu les Verts pendant longtemps au gouvernement. 99, il y avait encore les Verts alliés au gouvernement. Ils y sont revenus ensuite pendant. Vous savez très bien que la France Insoumise c'est toujours illustrée par son rejet de la politique. Et donc on a été imprévoyant. Pourquoi ? Parce que la population a augmenté de 10%. Malgré le désir légitime d'économie d'énergie, la consommation d'électricité a augmenté de 440 TWh par an à 480 TWh par an. C'est-à-dire qu'on consomme plus d'électricité aujourd'hui qu'il y a 10 ans. 10% de population, plus 10% de consommation électrique. Donc tous les vœux d'économie d'énergie et tous les milliards, les dizaines, les centaines de milliards d'euros qui ont été mis pour faire des économies d'énergie n'ont pas économisé. Pour l'avenir, je ne pense pas qu'on puisse beaucoup compter sur des économies supplémentaires, même si c'est vertueux et qu'il faut en faire. Il faudra, peut-être qu'il faudra. Oui, mais parce que vos nouveaux EPR, si jamais on les développait, ils seront prêts en 2040. Les objets connectés sont en train de se généraliser et la voiture électrique. Alors, je ne crois pas qu'on va vers un monde qui consommera moins d'électricité. Non, mais c'est vrai. Vous regardez ce qui se passe en Californie, où on demande aux Californiens de ne pas recharger leur voiture électrique, parce qu'on manque d'électricité. Alors moi, quand même, j'ai une question, puisqu'on revient au cœur de la question. Est-ce qu'on a besoin du nucléaire et de plus de nucléaire ? On a besoin, bien sûr, de plus de nucléaire. Alma Dufour. C'est très intéressant ce débat, parce que là, vous dites, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin sur la réduction des consommations et l'efficacité énergétique. C'est gravissime ce que vous dites, parce que quand bien même on partirait sur une relance de nucléaire sur laquelle nous sommes opposés. Vous transformez ce que j'ai dit là. Si, c'est ce que vous venez. Bon, franchement, c'est ce que vous venez de dire. Mais bon, les nouveaux EPR seront prêts au plus tôt, le premier en 2035, des documents fuités qui parlent plutôt de 2040. RTE dit que la relance du nucléaire n'aura des effets significatifs sur la production d'électricité supplémentaire et donc sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre que dans la décennie 2040. Là, le problème de ce débat sur le nucléaire, c'est qu'on parle toujours de la neutralité carbone en 2050. Oui, ça je vais y revenir. Or, mais on oublie toujours qu'en fait, la neutralité carbone en 2050, c'est très bien, mais en fait, le pas de temps qu'il ne faut pas rater, c'est 2030. C'est la réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et la crise énergétique a ce seul effet positif, on va dire, sur le plan global, c'est de nous rappeler qu'il y a du court terme, et que là, la crise énergétique, c'est pas une crise environnementale, c'est une crise de l'approvisionnement et du manque d'approvisionnement et de spéculation aussi sur les marchés, mais elle nous rappelle qu'en fait, c'est pas en 2040 qu'on va devoir avoir plus d'électricité nucléaire, etc. C'est maintenant, d'ici 2030, comment on fait pour gérer à la fois la réduction des émissions et la difficulté d'approvisionnement qui, je ne pense pas, ne va pas s'arrêter miraculeusement avec la guerre en Ukraine, qui est loin d'être finie. Est-ce qu'il faut... Aujourd'hui, il y a des réacteurs, je l'ai dit, 32 réacteurs qui sont à l'arrêt. Il faut mais même si on voulait relancer, ce serait prêt qu'en 2040. Oui, Parce que c'est les renouvelables, c'est la priorité absolue. Oui, mais le renouvelable aussi, il faut du temps pour les mettre en c'est beaucoup moins. pour les mettre en fonction. Non, il faut beaucoup de temps. Quel que soit, on est en train de parler du thème important, même essentiel et capital de la transition énergétique. Cette transition énergétique, quel que soit le choix qu'on fait, on peut ne pas être d'accord sur les options, et on ne l'est peut-être pas. Mais quel que soit le choix qu'on fait, il prend beaucoup de temps. Si on regarde, on a eu Dominique Voynet au gouvernement en 1997. Nous sommes maintenant 25 ans après. Et on voit que l'éolien plus que solaire, ça fait toujours moins de 10% de notre électricité. Après 25 ans d'efforts, après 150... La France est le seul pays, qui fait moins d'efforts de l'Union européenne à cause du nucléaire. Non, je ne vous laisserai pas dire ça, parce que écoutez, vous êtes à la commission des finances de l'Assemblée nationale, je crois, et il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été rendu en 2018. Les dépenses pour les énergies renouvelables intermittentes sont de 121 milliards d'euros jusqu'à date de 2018. Et maintenant, on doit être autour de 150 milliards d'euros, puisque c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Donc 150 milliards d'euros, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a rien fait. On a dépensé 150 milliards d'euros. Mais l'Allemagne, on n'a que 22%. Notre capacité photovoltaïque est de 22% de celle de l'Allemagne, alors que notre pays est bien plus ensoleillé. L'Allemagne est aujourd'hui dans le pétrin bien pire que nous. On fait même moins bien que la Belgique, que la Hongrie. Il faut arrêter. Mais l'Allemagne a décidé de fermer son nucléaire. L'Allemagne, effectivement, a bien développé, beaucoup mieux que la France, ses énergies renouvelables. Néanmoins, l'Allemagne est obligée d'avoir recours au charbon. Je nie pas que la situation est surtout vis-à-vis... Ce qui n'est pas très bon pour le charbon climat. Diminue. Le problématique de l'Allemagne sur le gaz russe est réel. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je dis pas qu'il fallait, comme l'a fait l'Allemagne, d'un coup décider brutalement de sortir du nucléaire. C'est pas la question. Nous, on parle de 2045 ou de 2050. On parle d'un temps long. La question, c'est qu'il faut d'abord développer les ENR et sortir progressivement du nucléaire. Donc aujourd'hui, Alma Dufour... Ce que je veux dire, c'est qu'en France... Et vraiment, j'insiste, le poids du nucléaire et le poids du lobby du nucléaire a été un frein
au rythme de développement des énergies renouvelables. Et les sommes dont vous parlez, 10 milliards d'euros par an, ce n'est clairement pas assez par rapport au coût qu'on a investi dans le nucléaire toutes ces dernières années et qu'on compte investir en plus dans les prochaines années si on relance le parc et si on recarène, c'est-à-dire qu'on prolonge la durée de vie des centrales existantes au-delà de 50 ans. Ce sont des questions que nous allons poser. Est-ce qu'il faut prolonger la durée de vie? Est-ce qu'il faut sursoir à la fermeture de centrales, de réacteurs? Nous allons en parler juste après. Il est déjà 11h17, ça passe très très vite, c'est passionnant. Christian sera là avec nous. Les centrales nucléaires restent un risque, nous dit Christian, qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Je le prendrai juste après la pub, 11h17, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h21, parlons du nucléaire. La France aurait peut-être dû mieux s'en sortir. Nous allons parler de cela, évidemment, jusqu'à midi avec vous. 0826 300 300. Christian, vous êtes dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Christian. Christian. Oui, bonjour. Bonjour. Que vouliez-vous dire à propos des centrales nucléaires, Christian? Eh bien alors voilà, moi il y a une chose que vous ne parlez pas. Je vais vous parler en tant que militaire, si vous voulez. On a 18 centrales nucléaires, 56 réacteurs. Il suffirait de 18 bombes bien spécifiques pour créer 18 Tchernobyl en France et rayer la France de la carte d'Europe. Donc ça c'est la première chose. Alors, je sais bien qu'on a besoin de nucléaire, je sais bien qu'on a besoin de l'éolien. L'éolien, ça reste une Personne, énergie... non. Il y a de moins en moins. C'est extraordinaire, l'éolien, parce que tout le monde dit c'est formidable, les énergies renouvelables, mais quand ça, c'est comme les prisons, vous savez. Chez les autres. C'est toujours chez les autres, l'éolien. Non, le problème de l'éolien, c'est qu'on ne sait pas stocker l'énergie. Donc, en fait, c'est uniquement une énergie complémentaire. Donc, elle est utile, mais elle n'est pas... Alma Dufour, on ne sait pas stocker l'énergie de l'éolien ? C'est un peu vrai. Hein. C'est un peu vrai, mais le problème, c'est qu'on fait comme si c'était un enjeu aujourd'hui à court terme qui justifierait qu'on ne devrait pas aller sur les énergies renouvelables et plutôt aller sur le nucléaire, alors qu'en fait, tous les scénarios montrent que ce sera un vrai enjeu, la question du stockage, quand on sera loin, c'est-à-dire à 80% de notre électricité faite à partir de renouvelables, et ça, ce sera en 2035-2040. Et honnêtement, si on investissait ne serait-ce que le quart ou la moitié de l'énergie, de la R&D, de l'argent qu'on a investi pour faire des recherches dans le nucléaire, dans l'efficacité énergétique et dans le stockage, on investit que 0,007% pendant longtemps sur l'efficacité énergétique de notre PIB, pardon. Donc c'est ridicule. Si on mettait autant d'efforts dans la recherche pour justement gérer les problèmes de stockage et d'efficacité énergétique, de réduction de notre consommation, honnêtement, ça pose pas de problème. Tout le monde sait qu'on va y arriver à stocker l'énergie quand on en aura vraiment besoin. Par ailleurs, l'avantage du solaire et du photovoltaïque et de l'éolien quand ils sont combinés, c'est que souvent quand il fait beau, il n'y a pas de vent, mais quand il fait pas beau, il y a du vent. Et quand on parle dans le marché européen de l'électricité et qu'on échange de l'électricité, c'est encore plus facile de se passer de capacité de stockage en comptant effectivement sur la présence de vent quelque part, la présence de soleil ailleurs. Donc en fait, vraiment, c'est RTE, donc c'est pas des Amish qui disent ça. Le problème du stockage va se poser dans longtemps, et c'est là où je dis qu'il y a une mauvaise foi instrumentalisée par le lobby du nucléaire, c'est de toujours parler de ça, de toujours mettre ça en avant, les problèmes technologiques liés aux énergies renouvelables, alors qu'il y en a énormément aussi pour prolonger la durée de vie des centrales au-delà de 50 ans, clairement, c'est ce que dit RTE aussi. En fait, on instrumentalise le débat, on l'oriente dans le mauvais sens et on ne parle pas d'économie d'énergie qui est en fait la priorité des priorités sur lesquelles la France a énormément de retard. Bruno Combi, je vais vous donner la parole, mais Christian voulait répondre. Vous voulez ajouter quelque chose? J'adhère complètement à la discussion qui vient d'avoir lieu. Hein. Effectivement, c'est parfait. Le problème, c'est que si l'argent du gouffre financier de l'EPR, on l'avait mis dans d'autres choses aujourd'hui, on en serait peut-être à un autre niveau. 19 milliards vous voulez parler des 19 milliards de Flamanville? Exactement. Puis il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Bon, 100 milliards pour prolonger la durée. Merci Christian, merci Bruno Combi. Merci Jean-Jacques de me donner la parole. Je voudrais répondre à Alma Dufour. D'abord, sur une question de principe et de politesse, vous avez qualifié de mauvaise foi les gens du lobby nucléaire. Ça fait beaucoup d'attaques en une seule phrase quand même. Soyez un peu respectueuse. Alors, je rappelle que vous êtes un écologiste pour le nucléaire. Je suis président et fondateur de l'association des écologistes pour le nucléaire, qui rassemble 15 000 membres et signataires dans 65 pays. Donc ils seront tous très heureux d'apprendre ce que vous venez de dire, surtout que certains sont peut-être de vos électeurs, donc ça sera dommage. Mais vous utilisez le terme de mauvaise foi. Eh bien, moi, les gens que je connais qui travaillent dans le nucléaire sont des gens admirables, qui font leur métier de leur mieux et qui sont généralement de très bons ingénieurs.
Donc c'est un peu dommage. En tout cas, moi je continuerai à vous appeler soit Alma si on s'entend bien, soit Madame Dufour, parce que j'ai du respect pour les représentants de la nation et j'espère que vous avez un peu de respect aussi pour les gens qui ont des compétences et qui les expliquent au public. C'est parfait, donc tout va bien. Du débat public, je Ensuite, pour revenir sur le fond, donc vous avez donné un chiffre qui est que il y aura pas de problème de stockage tant qu'on n'ira pas jusqu'à 80%. Mais écoutez, on ne doit pas avoir les mêmes sources, hein, parce que tous les experts compétents disent qu'à partir de 30% d'énergie intermittente, ça devient quasi impossible à intégrer sur le réseau. Et même l'Allemagne est à peine à ce chiffre-là. Mais ensuite, sur ce que vous disiez sur le climat, que quand il fait beau, il n'y a pas de vent, eh ben, c'est tout à fait l'inverse quand il fait froid. À l'hiver, parce que ce qui dimensionne un parc de production électrique, c'est les conditions de pic de demande, c'est-à-dire pour la France, en hiver, au moment où il fait le plus froid. Et quand il fait le plus froid, c'est parce que c'est une météo anticyclonique. Et quand c'est anticyclonique, pour faire simple, il n'y a pas de vent. Donc c'est pas de chance. Et comme on est en hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil non plus. Donc c'est vraiment pas de chance pour vous. Votre argument tient pas beaucoup. Mais non, mais attendez. Alors, on ne va pas opposer. Attendez. On n'oppose pas. Je ne veux pas qu'on oppose les pro-nucléaires aux pro-énergie renouvelable. Le problème n'est pas là. Aujourd'hui, on est confronté à une réalité. La réalité, on est en crise énergétique. La réalité, c'est qu'il nous faut de l'électricité. Tout à fait. Et qu'on risque de manquer d'électricité cet hiver. Absolument. La réalité, c'est que nous avons un parc nucléaire qui nous a protégés jusque-là de ces pénuries d'électricité, qui ne nous protège pas ou qui ne nous protège plus qui va continuer pas suffisamment. À nous protéger. Alors, est-ce qu'il va continuer à nous protéger? Comment? Il y a des opérations aujourd'hui de contrôle. Est-ce qu'il faut accélérer ces opérations de contrôle? Est-ce qu'il faut redévelopper le parc nucléaire? Est-ce qu'il faut continuer à avoir cette volonté de fermer des réacteurs, de fermer des centrales? Voilà les questions qui sont posées aujourd'hui et que se posaient les Français. Eh bien, 4 fois oui pour vos questions, sauf la dernière qui consiste à arrêter les centrales où je réponds non. Bien sûr, puisque l'énergie nucléaire, c'est la seule énergie propre, sans émission de carbone, fiable, respectueuse de l'environnement et qui permet de produire l'électricité en quantité suffisante quand on en a besoin et, ce qui ne vous sera pas neutre comme argument, à un prix abordable pour que les citoyens français puissent se le payer. Ce qui n'est pas le cas de l'électricité éolienne ou solaire qui est hors de prix et qui ne vit qu'à coup de subventions. Bon, qui aujourd'hui, il y a un débat aussi sur le prix de la production électrique. Ça, c'est un débat aussi entre le renouvelable et le nucléaire. Mais je voudrais qu'on reste sur le nucléaire. Alma Dufour, il est déjà 11h27. Je vais faire un peu de pub, mais je vais vous donner la parole tout de suite, juste derrière, parce que je voudrais que vous nous expliquiez ce que vous préconisez aujourd'hui en matière de fermeture, d'arrêt, l'avenir du nucléaire. Selon vous, quel est l'avenir du nucléaire selon vous? Il est 11h28, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Conseil de défense réuni autour du président de la République sur l'énergie, sur l'approvisionnement en gaz, en électricité. Il s'agit d'examiner les scénarios afin d'éviter la pénurie et réaliser des économies. Réaliser des économies, il va falloir que les Français, les entreprises, les citoyens, les particuliers réalisent des économies. Ça aussi, c'est une politique à accélérer parce que dans la construction, par exemple, on a pris, à mon avis, des décisions trop tardives. On n'a pas pensé qu'un jour... Vous savez, on vivait finalement, quand je réfléchis bien, nous vivions dans un confort. Nous allumions l'électricité arrivait, pas de problème. Comme nous produisions de l'électricité grâce au nucléaire, elle était moins chère qu'ailleurs en Europe. Tout était bien, hop, et paf, tout à coup, on prend tout dans la figure. On va avoir les prix qui augmentent, on va manquer d'électricité. Bon, alors on fait quoi? Parce que je veux qu'on oublie la théorie. Je voudrais qu'on soit dans le concret. Dans le concret. On fait quoi? Alma Dufour, j'ai promis, c'est à vous que je donne la parole. Je rappelle que vous êtes député LFI de Seine-Maritime, ancienne porte-parole de l'ONG Les Amis de la Terre, que vous siégez à la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Alma Dufour, on fait quoi aujourd'hui? Si vous étiez au pouvoir, vous feriez quoi? Eh ben, très honnêtement, un énorme plan Marshall de la transition écologique et en appuyant d'abord sur le premier volet dont on parle très peu. Et là, encore une fois, je regrette que le débat soit constamment tourné sur le nucléaire et le mix électrique. On ne parle jamais de ce qui est prioritaire, c'est la réduction de nos consommations d'électricité et d'énergie. Première mesure... Et notamment, rénovation énergétique des bâtiments. Bon, première mesure, rénovation énergétique des bâtiments. Vous voulez du concret?
pour les passoires thermiques, les passoires énergétiques, il y en a plus de 6 millions en France. Rénover le logement, ça peut faire économiser 1 000 € par an aux ménages. C'est énorme. C'est bien plus que le coup de pouce à la pompe qui est autour de 400 € que le gouvernement a cédé pour faire face à la crise des prix du carburant. Ça, c'est des mesures de pouvoir d'achat très concrètes qu'on nous a refusées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Enfin, vous avez refusé l'aide pour les carburants. Ah non, on a voté pour. Non, vous avez voté pour. Nous, vous voulez bloquer les prix, en fait. Vous vous vouliez bloquer les prix, non, oui, mais c'est parce vrai. que vous allez voir, et vous allez voir que le gouvernement qui, il y a 3 semaines, disait jamais on bloquerait les prix, on n'est pas des bolcheviks. Là, vu le prix annoncé sur le marché de l'électricité... Vous croyez que le gouvernement va bloquer les prix? Mais Monsieur Beaune a dit qu'il ce serait bien de plafonner les prix de l'électricité au niveau européen. Bien sûr, parce que là, la France, si elle se met à compenser, et c'est ce qu'on souhaite pour les Français, parce que les Français ne peuvent pas payer les factures cet hiver, si elle continue à faire un bouclier tarifaire avec de l'argent public, la France va se retrouver en sérieuse difficulté financière. Alors, donc, pour vous, il faut... économie d'énergie, donc ensuite, grand, énorme plan de rénovation énergétique, mais c'est essentiel. Et ensuite, énorme plan de développement des énergies renouvelables. Oui, mais là encore, il va falloir du temps. Mais dans l'immédiat, que le nucléaire, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que les EPR, c'est 2040. Là, en 2030, on peut avoir installé. Et vous continuez à fermer, on continue à fermer les réacteurs. J'aime bien le continuer comme si on enfermait 2 centrales tous les ans. On a fermé Fessenheim. On a fermé Fessenheim, mais à part... oui. Non, mais d'accord, mais c'est la seule. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en 2040, on va arriver à un pic où, c'est-à-dire que toutes les centrales qui ont été construites dans les années 80, qui sont la majorité des centrales, vont avoir plus de 50 ans. Elles étaient non, plus de 40 ans, pardon. Elles étaient prévues pour durer 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On peut les prolonger, hein. On peut les prolonger, mais là aussi, c'est un saut technologique. Nous, on nous dit, c'est un défi. Au-delà de 60 ans, c'est un défi. Tout le monde le dit. On ne sait pas ce qui va se passer en termes de sûreté. Nous, on dit, à ce moment-là, non, on les prolonge pas. Et on sait qu'on aura développé les capacités d'énergie renouvelable suffisantes pour combler le manque. Et parce donc, au bout de 40 ans, on ferme un réacteur. En 2040. Donc, les premiers, on commence à ne pas les prolonger. Bon. Vos solutions, Bruno Combi. Non, je veux pas que vous rebondissiez. Les solutions sont simples. À court terme, plusieurs choses à faire à court terme. D'abord, redémarrer les réacteurs qui sont en maintenance avant l'hiver. Deuxièmement, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. C'est possible. Il s'agit d'une vérification. Il ne s'agit pas de faire des grands travaux extraordinaires. Il y aura peut-être quelques tuyauteries à changer. C'est possible. Il faut que EDF se mobilise, mais c'est possible pour la très grande majorité des réacteurs, en tout cas. Après, il faudra voir qu'est-ce qu'ils trouveront en faisant l'inspection. Oui. Deuxième chose, je suis d'accord avec vous, Alma, vous voyez, tout arrive, sur le fait qu'il nous faut un plan Marshall de la transition écologique. Et que ça inclut, parmi les grandes options, la rénovation des logements. Simplement, là, on n'est plus dans le court terme. Parce qu'actuellement, on rénove 700 000 logements par an sur un parc de 30 millions. Il faudra donc 50 ans pour rénover. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire, mais qu'on ne fait même pas. Vous avez raison de le souligner. On est à moins de 100 000. Donc il faudra plus de 50 ans pour rénover le parc à cette vitesse. Donc même si on accélère, ça va prendre. Donc même si on accélère, ça va prendre 30 ans et plus. Maintenant, pour revenir sur ce qu'il faut faire, puisque c'est moi qui réponds à la question cette fois, merci. Il faut aussi remettre enfin en route le programme nucléaire dont on a besoin et qu'on a trop longtemps repoussé. Oui, mais il faut... Ce programme, c'est très simple. Il va falloir renouveler le parc, c'est-à-dire 56 réacteurs à remplacer par des EPR. Et il faut en rajouter 14, comme l'a dit Emmanuel Macron, de plus, de manière à pouvoir faire face à l'augmentation des besoins et au transport. Donc vous dites, on va aussi manquer de pétrole. Vous êtes clair, vous dites fonçons sur le nucléaire. Sur le nucléaire, bien. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui marche. Bon, Stéphane Lhomme est avec nous. C'est tellement risqué. Stéphane Lhomme est avec nous, ex-salarié du réseau Sortir du nucléaire, fondateur de l'Observatoire du nucléaire. Stéphane Lhomme, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On fonce sur le nucléaire? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est de regarder au-delà des arguments développés par les uns et les autres pour ou contre, c'est de regarder concrètement comment se situe cette industrie au niveau français et au niveau mondial. Le nucléaire, c'était 17% de l'électricité mondiale en 2001, c'est 9% aujourd'hui. Les parcs nucléaires sont extrêmement anciens. Sur les 400 réacteurs qui fonctionnent sur Terre, il y en a pratiquement 300 maintenant qui ont dépassé 30-35 ans. C'est-à-dire que tous ces réacteurs ont commencé à fermer les uns après les autres. Vous voyez par exemple EDF, qui est propriétaire des réacteurs nucléaires en Grande-Bretagne. EDF a fermé 5 réacteurs en Grande-Bretagne en 1 an. Et bientôt, il n'y aura plus qu'un réacteur en Grande-Bretagne. L'Allemagne, on le sait, va fermer ses 3 derniers réacteurs, normalement avant le 31 décembre. Et peut-être qu'ils vont le prolonger à cause de la situation actuelle. Mais dans le cours de l'année 2023, le nucléaire sera définitivement terminé en Allemagne. Aux États-Unis, il y avait 105 réacteurs en fonctionnement il y a quelques années. Maintenant, on est aux alentours de 90.
tous ces réacteurs ferment les uns après les autres parce que tout simplement ils arrivent en fin de vie. On peut toujours accorder des autorisations de durée de vie supplémentaires, mais ça gagne un peu de temps, mais ça ne change rien finalement, qui est que cette industrie est en train de se casser la figure. Il faut quand même savoir que le nucléaire, c'est 1 à 2% de la consommation mondiale d'énergie. Le pétrole, gaz, charbon, c'est 80%, et les renouvelables, c'est pratiquement 20% aujourd'hui. Donc, si vous voulez, à nouveau, on peut aligner les arguments pour ou contre le nucléaire, on les connaît tous depuis longtemps, Oui. mais en fait, la messe est dite. Cette industrie est complètement submergée par les investissements dans les renouvelables. On parle beaucoup du nucléaire en Chine parce qu'ils font quelques réacteurs, mais en réalité, c'est négligeable sur le plan comptable. Et les investissements dans toutes les énergies renouvelables, il ne faut pas parler que de l'éolien ou que du solaire, tout, l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la biomasse, etc., sont gigantesques par rapport au nucléaire. Bien. Alors, Stéphane Lhomme, comme on a un petit problème avec votre téléphone, on va vous rappeler, ça sera de meilleure qualité, c'est important pour l'auditeur, j'y pense. Stéphane Lhomme, donc, lui, nous dit que c'est obsolète, le nucléaire, que dans l'avenir, il faut penser autrement. Là, il y a une transition à assurer, il y a une urgence à assurer. Donc, si j'ai bien compris, on est tous d'accord, c'est qu'il faut quand même utiliser le nucléaire, le mât du four, en attendant. Pour l'instant, on l'a à notre disposition. Qui vous dit qu'il faut fermer des centrales là maintenant, alors aujourd'hui, personne ne peut dire. Personne ne peut dire on ferme des centrales. Bon, non, mais Bruno Combi pense que c'est une industrie. Quand pense que c'est une énergie d'avenir, vous dites non. Oui, voilà la grande différence. Exactement. On va prendre Claude. Claude qui est dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Claude. Claude. Bah décidément, j'ai des problèmes avec le téléphone. Là. Ça tombe bien, je vais en profiter pour répondre à Stéphane Lhomme. Profitez-en. Stéphane Lhomme, on se connaît bien, on s'est souvent croisés sur les plateaux de télévision et de radio. Il aime bien voir le verre à moitié vide et être contre le nucléaire. Il a cité des pays qui, paraît-il, vont sortir du nucléaire. J'attends de voir, parce qu'Allemagne n'est pas encore sortie du nucléaire. On parle même de garder en fonctionnement les réacteurs. Non, mais parce qu'il y a une urgence, là. Parce qu'il y a une urgence. Parce qu'il y a urgence, mais l'urgence va sans doute se confirmer. Mais il y a aussi de très nombreux pays, il faut voir le verre côté plein également, voir la chose de manière globale sous tous les angles. Il y a de nombreux pays qui relancent le nucléaire, au contraire, et même des nouveaux venus qui n'en avaient pas et qui veulent en construire. Par exemple, en ce moment, la Finlande construit du nucléaire, la Chine construit non pas quelques réacteurs, comme a dit Stéphane Lhomme, mais 20 d'un coup, et est en train de lancer son grand programme nucléaire chinois, où là, vous verrez qu'il y a beaucoup plus que ça encore en préparation. La Russie continue à construire, l'Inde, le Canada, les États-Unis, la Pologne, parmi les nouveaux venus. Vous voyez qu'il y a de nombreux pays, la France qui continue. Donc vous voyez qu'il y a de nombreux pays qui continuent parce que on n'a pas vraiment le choix. C'est ce qu'on disait. Il y a un enseignement important, historique. Alma, vous êtes un petit peu jeune, donc je vais peut-être vous apprendre des choses. Mais en 1974, on a eu le premier choc pétrolier. Eh bien, ça a été un signal d'alerte. C'est exactement la même chose que ce qui se passe maintenant. Mais on n'a pas tiré la leçon. On a continué les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on a continué à puiser... Non, mais attendez, là, je vous arrête. Brutalement, le pétrole a été multiplié par 6. Ça veut dire quoi? Il y a eu un choc pétrolier, on est bien d'accord. Je vais vous renvoyer quand même l'argument, parce que vous me dites qu'il y a eu un choc pétrolier. On a eu besoin de choc pétrolier. Le pétrole a coûté tout à coup beaucoup plus cher. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Eh bien, la France a pris 3 grandes décisions à ce moment-là, qui étaient bonnes, à mon avis. La première, ça a été le programme nucléaire. Ça a été un franc succès. Le monde entier admire, respecte le succès du programme nucléaire français. Deuxièmement, on a eu un grand programme d'économie d'énergie, qu'on propose également aujourd'hui, et c'est une bonne idée. Et c'est une bonne idée, je précise. Économie d'énergie, ça s'appelait la chasse au gaspillage. Et après, ça a été, je dirais, un semi-succès. Pourquoi semi-succès? Parce que ça a permis de mettre en place la réglementation énergétique pour mieux isoler les bâtiments et les maisons. Ça, c'était bien. Mais ça n'a pas permis de diminuer la consommation électrique. Elle a continué. Très bien, mais troisième idée. Et troisième idée, c'était les énergies renouvelables intermittentes, les mêmes qu'aujourd'hui. Donc les 3 solutions qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes qu'on avait déjà il y a 50 ans, en 1974. Il y a 50 ans, on n'a pas beaucoup avancé. Il y a presque 50 ans. On n'a pas beaucoup avancé parce qu'on a peut-être privilégié le nucléaire. Non, je ne sais pas. Je dis ça pour mettre un peu d'huile sur le feu. On a fait du nucléaire jusque dans les années 90, et depuis 20 ans, on n'en fait plus du tout, alors que la consommation augmente. Et donc, parce qu'on a le nucléaire, on est en meilleure position aujourd'hui
aujourd'hui que tous nos voisins européens et occidentaux dans cette crise très grave de l'énergie qui est plus grave. Position, mais c'est plus grave. On est en meilleure position. Cet hiver, on est les plus menacés par des ruptures d'approvisionnement. Non, on n'est pas les seuls menacés. On est beaucoup moins menacés que les autres, justement grâce au nucléaire. Cet hiver? Oui. Pour les coupures d'électricité? Oui, cet hiver, exactement. D'accord, non, je crois pas. Ceci dit, on ne va pas faire de prévision. Le journalisme, c'est pas de la prévision. Je vous le dis tout de suite. Le risque est le même partout, puisque tout le réseau électrique européen est interconnecté. Donc le risque est partagé en réalité dans ce cas. Il est partagé, oui, mais... Bon, il est déjà 11h43, encore une pause. Nous allons appeler un homme qui est directement concerné, enfin c'est pas lui personnellement, enfin celui personnellement aussi, mais surtout sa commune, c'est les habitants de sa commune, c'est le maire de Gravelines, dans le Nord, où il y a une centrale nucléaire à Gravelines qui est en service depuis 1980, elle est toujours en fonction. Il est avec nous dans 2 minutes, 11h43, 0826 300 300, vous n'hésitez pas à appeler et à intervenir. À tout de suite. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, 0826 300 300. J'appelle Bertrand Ringot, qui est le maire de Gravelines, dans le Nord. Bonjour. Bonjour Bertrand Ringot, merci d'être avec nous. Alors, Gravelines, la centrale nucléaire est en service depuis 1980, c'est cela ? Oui, 81, il y a eu d'abord 4 tranches, puis 2 tranches supplémentaires. On est passé à 6 tranches de 900 mégawatts, ce qui représente environ 8,3% de la production française et 70% de la production d'électricité des Hauts-de-France. Oui, 70% de la production d'électricité des Hauts-de-France vient de Gravelines. C'est autant que toutes les énergies renouvelables en France. Donc, oui, vous êtes vous êtes indispensable, Bertrand Ringot. Écoutez, quand on regarde les chiffres, moi je suis maire depuis 20 ans, donc c'est un sujet que j'ai regardé sous tous les angles, à la fois au niveau national, mais également au niveau international, comme certains intervenants avec vous aujourd'hui. Force est de constater qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, donc qu'il faille diversifier, je suis totalement d'accord, qu'il faille faire des économies d'énergie de façon beaucoup plus importante, je suis totalement d'accord, mais il faut penser au renouvellement. Depuis 2004, nous sommes candidats à l'EPR, car il n'y a pas eu de décision de prise. On a choisi Penly en 2004 et depuis 18 ans, on est resté sur un statu quo où on n'a jamais vraiment débattu sur les sources de production d'électricité en France. Oui, et c'est le cœur de notre débat, justement. Et je suis très content de l'organiser, Bertrand Ringot. Alors, nous ne résoudrons rien du tout, que les choses soient claires. C'est pas nous qui allons changer les choses. C'est le gouvernement de décision politique. Mais vous êtes député, vous allez... Et on a des débats très mouvementés sur les questions énergétiques en ce moment. Oui, ça j'imagine. Ouais. Ça j'imagine. Mais d'ailleurs, vous demandez un grand débat, vous aussi. Vous demandez un grand débat au Parlement sur les questions énergétiques. Évidemment, et c'est un débat qui est constamment tronqué, qu'on nous présente, accéléré. Moi, je suis désolée, j'entends ce qui est dit, mais en fait, nous, la question, c'est tout l'argent qui va être investi dans le nucléaire et dans la relance nucléaire, qui est énorme, 100 milliards d'après la Cour des comptes pour caréner les centrales, 60 milliards d'après le document qu'a fuité du gouvernement pour les nouveaux EPR, plus la gestion des déchets radioactifs dont on n'a pas parlé parce que c'est aussi un énorme sujet, 80 milliards, bref, c'est plus de 200 milliards, 240 milliards donc sur la table annoncée. Nous, quand on a un gouvernement qui nous dit on est en période d'austérité budgétaire, c'est fini le quoi qu'il en coûte, il faut qu'on rembourse notre dette, la charge de la dette, donc les intérêts de la dette est devenue trop importante et donc on peut pas se permettre de gaspiller l'argent. Nous, la question qu'on pose, c'est tout l'argent qui va partir dans le nucléaire, on est quasiment certain qu'il va pas aller dans les économies d'énergie ni dans les énergies renouvelables. Et je vais vous donner un exemple. Parce que ça nous est arrivé il y a 3 semaines. Au Parlement, lors du paquet pouvoir d'achat, on demande 1 milliard, c'est pas grand-chose par rapport aux sommes dont on parle, supplémentaires pour la rénovation énergétique des bâtiments, aussi dans le but de faire des économies aux Français, aux ménages modestes, notamment ceux qui habitent dans des passoires. On nous dit non, on va pas gâcher l'argent, 1 milliard c'est trop, et on nous met 12 milliards sur la table pour racheter les actions des actionnaires privés d'EDF, parce qu'EDF est en crise d'une dette colossale. Nationalisation d'EDF. C'est pas vraiment une nationalisation, mais on va pas rentrer dans ce débat. On va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, on c'est bien ça. Racheter. Mais c'est bien, c'est-à-dire qu'on donne aux actionnaires privés 12 milliards. Mais non, parce que les 12 milliards, ils sont pas dans les caisses d'EDF, ils sont dans la poche des actionnaires qui sont partis avec un gros chèque de l'État, 12 milliards, parce qu'on ne veut pas que la note d'EDF soit dégradée sur les marchés financiers, parce qu'on ne veut pas que les marchés jugent le nucléaire mal. En fait, c'est ça qui se passe. Donc on préfère mettre 12 milliards dans cette fuite
vite en avant sur le nucléaire qui dysfonctionne plutôt qu'1 milliard d'euros dans la rénovation énergétique des bâtiments. C'est vrai. Bertrand Ringot, Oui. le nucléaire, là, aujourd'hui, d'abord, quel est l'état de la centrale de Gravelines? Tout va bien? Oui, il y a l'autorité de sûreté nucléaire qui contrôle, il y a près de 60 contrôles, dont des contrôles inopinés chaque année. On a le gendarme du nucléaire qui s'appelle l'autorité de sûreté, qui fait un gros travail et qui pointe ces défaillances. Et puis aussi, il faut aussi savoir que les centrales ont considérablement investi entre les centrales en 80 et aujourd'hui. Il y a eu aussi des retours d'expérience sur les incidents qui se sont passés dans le monde, que ce soit des grands incidents ou des plus petits. Et à chaque fois, on a augmenté le niveau de sûreté. Alors bien évidemment, il y a toujours un risque. On ne peut pas dire que le risque n'existe pas, mais comme n'importe quelle activité humaine, mais il est quand même maîtrisé et surtout, il permet à la France de décarboner. Et ce qui est quand même l'objectif numéro 1 aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple concret sur le Dunkerquois. On va décarboner Arcelor, qui est le plus gros émetteur de CO2 au niveau national. C'est la sidérurgie. Pour le décarboner et pour l'alimenter en électricité, on va devoir lui fournir 900 mégawatts, c'est l'équivalent d'une tranche nucléaire de Gravelines. Donc on va avoir des besoins aussi pour décarboner l'industrie qui sont considérables, en complément des besoins que nous avons déjà aujourd'hui. Donc si nous voulons vraiment décarboner, nous allons devoir vraiment encore produire de l'électricité d'origine nucléaire qui n'émet pas de CO2. Et puis quelques mots quand même, Bertrand Ringot, parce que je ne veux pas oublier cet aspect des choses, quelques mots sur l'économie du nucléaire pour une commune comme la vôtre. C'est indispensable pour la commune. Une commune et une région. La centrale de Gravelines, pour la région de France, c'est 14 000 emplois directs, indirects et induits. Pour le territoire dunkerquois, la communauté urbaine, c'est 3 000 salariés, une centaine d'alternants chaque année. Et c'est également des prestataires qui travaillent pour environ 100 millions d'euros de prestations qui sont réalisées et commandées par la centrale de Gravelines chaque année. Donc c'est une locomotive économique régionale très importante qui permet aussi d'accueillir d'autres électro-intensifs en termes industrie. J'insiste là-dessus, car si nous avons Aluminium Dunkerque qui s'est installé à Gravelines à l'époque, dans les années 90, c'est parce que nous avions la capacité de fournir une grosse capacité de production d'électricité à cette usine d'aluminium, qui est la dernière grande usine d'aluminium en Europe. Oui. C'est aussi un enjeu industriel que je voudrais vraiment insister également. Si nous voulons réindustrialiser et réindustrialiser avec une source d'électricité propre, qui est le cas du nucléaire, ça passera. Et je ne suis pas uniquement pour garder que le nucléaire, mais il faut faire des parcs éoliens. Mais quand on voit la vitesse à laquelle on arrive à les faire en France, les oppositions des populations, on constate aussi à Dunkerque. Les oppositions oui, c'est vrai, Alma Dufour. Les oppositions des populations devant l'éolien. Oui, tout à fait, mais c'est pas. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas installer de l'éolien dans des zones industrielles? Non, je suis favorable. Ça s'appelle l'éolien en mer. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Ringot, vous qui êtes maire? Je suis favorable à l'installation de parcs éoliens en zone industrielle, mais aussi en mer, mais je constate, par rapport à l'expérience que nous vivons dans le Dunkerquois, et j'ai observé sur l'ensemble des littoraux français, les oppositions des populations, parfois des pêcheurs, parfois même des défenseurs des oiseaux, par rapport aux problèmes de migration. Donc quand je vois la vitesse, on va mettre presque 7 à 8 ans à faire un parc éolien à Dunkerque. Au train où ça va, ça va aller aussi vite que de construire les EPR. Bon. Donc il y a aussi un problème, on a un problème de vitesse. Bien sûr. En termes de construction des outils de production. Et puis, comme on s'est aussi désintéressé de la filière du nucléaire au niveau national, et forcément, beaucoup de personnes se sont orientées, les ingénieurs, vers d'autres cursus. Évidemment. On a perdu de la qualification. Merci Bertrand Ringot. Vraiment merci. Lévy a dit récemment d'ailleurs. Merci beaucoup, Bertrand Ringot. Merci d'avoir été avec nous. Alma Dufour, très court. Ouais, très court, ok. Bon, je vais quand même juste un enjeu dont on n'a pas parlé, dont on a très peu parlé, c'est la question du risque. La question du risque en temps normal est certes peut-être limitée, la question du risque en temps de conflit géopolitique se pose. Moi, je suis désolée, aller dire aux Ukrainiens aujourd'hui que c'est pas risqué d'avoir des centrales nucléaires sur son territoire. Non mais c'est une vraie question. En fait, le problème, la différence entre les énergies renouvelables et le nucléaire, c'est que le nucléaire est une énergie qui peut être potentiellement dangereuse, très très dangereuse, et qui est plus instable, plus vulnérable
à l'environnement, que ce soit au climat avec la question de l'eau pour refroidir les centrales, mais surtout à l'environnement géopolitique. Et moi, je suis désolée, si on donne le choix aux Français entre 100% d'énergie renouvelable en 2050 ou une relance massive du nucléaire alors qu'on ne sait pas dans quelles conditions de paix ou de guerre nous serons avec les États qui nous entourent, pas qui nous entourent, mais avec la Russie, avec la Chine, avec toutes les tensions qu'il va y avoir aussi à cause du changement climatique. C'est un vrai choix de société dangereux. On peut aussi imaginer un entre-deux. On n'est pas obligé d'être à 100% d'un côté, 100% de l'autre. Hein, non. Oui, Bruno Combi, très très vite. Et cet entre-deux, c'est justement ce que je vous propose, Jean-Jacques Bourdin. Il faut faire tout ce qu'on peut avec de l'hydraulique, qui est la meilleure des énergies renouvelables. Ensuite, l'hydraulique, quand il n'y a pas de sécheresse. On complète avec ce qu'on peut faire à un prix raisonnable, parce qu'on est quand même déjà à 150 milliards d'euros de dépenses en énergie intermittente, mais qui ne compte pas pour le dimensionnement du parc. S'il vous plaît. Ah oui, et le nucléaire, c'est plus cher. Hein, si et ensuite, on complète avec du nucléaire, ce qui conduit à faire exactement ce qu'a fait la France après le premier choc pétrolier, c'est-à-dire 80% d'électricité un mix énergétique. En France. Et dans l'avenir, il en faudra plus, parce que nous avons à la fois besoin de faire face à l'électrification des transports, les voitures électriques. Personnellement, je roule en voiture électrique depuis 2012. Et je suis un citoyen positif en énergie depuis 10 ans. Écologiste pro-nucléaire. Merci Bruno Combi. Merci Alma Dufour. Merci d'être venu nous voir. Ça passe tellement vite. Il est 11h57. Vous êtes sur Sud Radio. 0826 300 300. À tout de suite. Je vais prendre Olivier quand même. Je le prendrai après les informations parce que Olivier a appelé. Je ne vois pas pourquoi je lui ôterai la parole. Je lui confierai le micro tout à l'heure juste après midi. 11h57.